Juliette Cabasso-Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et puis l'autrice avec plusieurs collègues qu'on va citer, autrice d'une enquête sur le sujet d'implants contraceptifs, d'implants de stérilisation, même une enquête qui est parue mercredi 19 octobre à retrouver sur le site internet splan.org, SPLA2N, et puis sur une liste de médias partenaires, j'en cite quelques-uns, Mediapart, France 3, Bretagne ou encore le magazine Basta. Et le sujet est aussi relayé déjà par des médias nationaux, rapidement par le magazine féministe Cosette, puis également par Le Monde. Est-ce que vous sentez, avant d'arriver au sujet, est-ce que vous sentez un retentissement particulier sur cette enquête qui vient d'être publiée ? Alors pour le coup, je dirais que jusque-là, c'est l'enquête qui a le plus été reprise, parce que je pense qu'elle dépasse le niveau local et qu'elle concerne vraiment à un niveau même international. En fait, on a eu énormément de relais des médias nationaux et surtout de la presse féminine, ce qui était très très important pour nous parce que le but c'est vraiment de toucher le plus de femmes possible. On le redit, Splend, c'est une cellule d'enquête journalistique bretonne qui a été fondée en 2020 sous forme d'association qui fonctionne grâce aux dons des citoyens. La dernière enquête, elle a été publiée il y a finalement pas très longtemps, mi-septembre. Est-ce qu'on peut dire que le rythme de travail s'intensifie chez Splend ? Oui, alors là, on a eu entre guillemets, un petit embouteillage d'enquête. C'est un petit peu les aléas de l'investigation. C'est que finalement, on a beau prévoir un calendrier, il y a toujours des remaniements, des nouveaux éléments qu'il faut qu'on décale, qu'on allonge. Donc, en fait, on avait prévu d'espacer un petit peu plus, mais là, on s'est retrouvé finalement avec 3 enquêtes très proches, mais du fait des aléas de l'investigation. C'est quoi le point de départ au lancement de cette enquête-là sur les implants donc de la marque Essure, des implants de stérilisation ? Est-ce que c'est avant tout la mobilisation des femmes qui ont rencontré des problèmes avec ces implants et justement parmi elles des Bretonnes ? Oui, tout à fait. En fait, le point de départ a été vraiment la lanceuse d'alerte bretonne Isabelle Ellis, donc qui est une femme qui a été implantée puis explantée et qui témoigne dans notre enquête. Et en fait, elle nous a sollicité parce que, à son sens, il n'y avait pas eu encore d'enquête de fond sur ce sujet. Il y avait pas mal de relais dans la presse au niveau justement de témoignages, de ces femmes, mais en fait, elle cherchait vraiment des journalistes qui puissent aller fouiller en fait pour voir ce qu'il y avait derrière cette histoire. Au-delà de cette patiente, on découvre aussi le rôle qu'a pu jouer une chercheuse de la région Bretagne, une brestoise, Sidonie Révillon. Je peux vous laisser expliquer le rôle qu'elle a joué ? Oui, alors Sidonie Révillon, en fait, elle est géochimiste, c'est assez technique, mais elle a le matériel en fait qui permet de retrouver en quelque sorte l'ADN de l'implant, donc c'est-à-dire les différentes compositions de métaux qu'il y a dans l'implant. En fait, elle est capable de retrouver cet ADN-là dans d'autres parties du corps. Et en fait, elle a rencontré Isabelle grâce aux chercheurs de l'IFREMER qui les ont mis en relation. Et en fait, c'est Sidonie qui va réaliser les toutes premières analyses sur des trompes de façon, on va dire, un petit peu à la marge des contraintes sanitaires. Mais donc, en fait, elles ont toutes les deux récupéré un tissu, un échantillon de trompe de Fallope d'une femme qui était consentante. Et elles ont réalisé les premières analyses pour voir justement si on retrouvait l'ADN de l'implant, c'est-à-dire les différents métaux dans les tissus de la trompe. On présente peut-être un peu plus ce petit implant ou ces petits implants, puisqu'il y en a un qui est posé par trompe de Fallope. En fait, c'est un petit ressort qui a l'avantage d'être posé assez facilement au niveau donc, des trompes de Fallope. On peut l'expliquer comme ça ? Oui, tout à fait. Et c'était un petit peu une révolution médicale, si on peut dire, parce que l'alternative, c'est la ligature de trompe, donc qui implique une opération assez lourde avec une anesthésie générale. Et là, ça a été vraiment présenté et vendu comme la pose d'un stérilet, presque, j'ai envie de dire quoi. C'était fait en une quinzaine de minutes, quand même sous environnement hospitalisé, mais il n'y avait pas d'anesthésie générale, à peine pas d'anesthésie locale, donc c'était vraiment présenté comme quelque chose de très facile, voilà. Ça devient donc la technique de stérilisation de référence, particulièrement ici en France. C'est quoi le deuxième marché mondial après les États-Unis ? Oui, c'est ça. Alors, en tout, il y a 1 million d'implants qui ont été vendus dans le monde, selon les chiffres que donne Bayer, dont 240 000 en France. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 200 000 qui ont été posés sur des femmes. Le reste, on ne sait pas vraiment. Et en fait, c'est surtout qu'on a les États-Unis où ça a été posé massivement. Et en deuxième place arrive la France.
Mais en fait, si on prend le calcul en disant, en prenant la proportion du nombre d'implants par rapport au nombre de femmes dans le pays, en fait, la France arrive en premier. Le problème, c'est aux États-Unis, il y en a plus qui ont été posés, mais par rapport à une population qui est beaucoup plus grande, quoi. En France, cet implant Essure, il a été posé, commercialisé à partir de 2002 et sera posé jusqu'en 2017. On va expliquer pourquoi. Commercialisé, alors on a cité Bayer, mais en fait d'abord commercialisé par un autre acteur qui s'appelle Conceptus. Bayer arrive un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. C'est un laboratoire américain, donc Conceptus, qui a vraiment conçu l'implant. Et Bayer a racheté en 2013, en fait. Dans votre enquête à retrouver sur le site spland.org, on lit que très vite des voix de femmes s'élèvent pour dénoncer des effets secondaires. À partir de quand, justement, est-ce que des patientes se manifestent? Et puis surtout, à partir de quand ça s'accélère en termes de nombre de signalements? Alors, pour les chiffres français, quand on regarde la courbe des signalements, il y en a dès le début. Et même au niveau des chiffres américains auxquels on a eu accès aussi, parce que notamment il y a des actions en justice qui sont en cours et donc il y a des documents qui ont été mis à disposition. Et en fait, on se rend compte que des alertes, il y en a eu vraiment dès le début, des effets secondaires, il y en a eu dès le début. Après, ça s'est vraiment accéléré autour des années entre 2013 et 2015, j'ai envie de dire, ça a été vraiment la grosse accélération des signalements d'effets secondaires, parce que pour le coup, les femmes avaient déjà les implants depuis plusieurs années, et donc les effets commençaient à devenir de plus en plus visibles. Et c'est aussi grâce en fait, au travail des associations de victimes qui ont médiatisé l'affaire et en fait, qui ont permis aux femmes de faire le lien entre leurs symptômes et les implants, ce qui est très, très compliqué pour la plupart parce que les symptômes, en fait, n'ont rien à voir avec... Enfin voilà, ça peut être vraiment des choses très, très hétérogènes, donc c'est pas très facile de faire le lien entre les deux. Et parmi les associations mobilisées, on retrouve notamment le réseau d'entraide, de soutien, d'information sur la stérilisation tubaire. Sur la liste des effets, elle est assez longue. Ça va de la fatigue à la perte de mobilité, en passant par des maux de tête, des douleurs, saignements, voire des troubles neurologiques. Ce qui est compliqué, c'est de faire justement le lien entre ces symptômes qui sont très divers et les implants Essure. J'imagine que les professionnels de santé qui auraient peut-être dû jouer un rôle clé, ce sont les gynécologues, les sages-femmes, qui ont reçu cette parole comment de la part de leurs patientes? Alors, je ne peux pas parler pour tous les gynécologues, mais en tout cas, c'est les témoignages qui reviennent très très souvent, c'est que en fait, on ne les croit pas, quoi. C'est ça que les femmes nous racontent, c'est qu'on les prend pour des folles, je cite, et que les gynécologues justement n'arrivent pas en fait eux-mêmes à faire le lien entre les implants et des symptômes qui pour eux leur semblent tout à fait éloigné de l'implant. Donc c'est vraiment le sentiment en fait d'errance médicale que ces femmes elles rapportent pour jusqu'au moment où elles arrivent vraiment à trouver un médecin qui les écoute et qui va accepter par exemple de retirer l'implant. Oui, parce que pour retirer l'implant, la seule solution, c'est de procéder à une ablation des trompes ou de l'utérus. Et là, il y a un chiffre qui est quand même parlant. 30 000 femmes vont donc subir une de ces opérations. Ça représente finalement 15% des patientes qui ont reçu, qui se sont fait poser un implant Essure. Oui, alors au tout début, quand il y a eu les premières tentatives de retrait, justement, il y a eu beaucoup de casses, entre guillemets, comme on appelle ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas de processus, il n'y avait pas de protocole d'explantation clair. Enfin, l'implant n'était pas prévu pour être enlevé, en fait, tout simplement. Il était prévu pour rester à vie. Et en fait, il y a eu des gynécologues, des médecins, selon les témoignages des femmes, qui ont essayé, par exemple, de tirer sur l'implant, enfin voilà, des choses comme ça, en fait, et qui ont cassé d'implants, qui ont fait qu'il y a certains fragments, des bouts qui sont restés dans les trompes. Donc justement, la seule façon de s'assurer que tout est vraiment bien retiré, c'est de retirer une partie des trompes ou voire même l'utérus en entier pour certaines. On arrive à ce document clé qui est mis en lumière dans cette enquête du média breton Spland, un document interne qui avait été commandé par les autorités sanitaires en 2017 et, surprise, ce document n'a jamais été rendu public. Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors, on y découvre en fait que ce que Bayer, j'ai envie de dire, et Conceptus savaient ou soupçonnaient depuis le début, c'est que cet implant, la soudure de l'implant corrode en fait dans le corps des femmes. Et donc, ça produit ce qu'on appelle une corrosion galvanique. C'est, pour reprendre les mots de notre source, c'est un petit peu comme l'effet d'une pile dans le corps.
Et donc, on va avoir un relargage de ces produits de corrosion et donc de métaux qui vont provoquer les différentes réactions allergiques qu'on peut observer chez les femmes, qui sont effectivement très hétérogènes. Et donc, cette corrosion galvanique, elle est évoquée en fait dans les études internes à Bayer depuis assez longtemps, même dans les études de Conceptus. L'ANSM, justement, en a parlé aussi en évoquant un risque de corrosion galvanique, mais en fait, ce rapport-là est le premier à alerter sur vraiment le risque très très fort que ça arrive, et surtout, c'est le premier à faire le lien avec les symptômes des patientes. Et donc, ce document, en fait, il n'a jamais été rendu public, il n'a jamais été présenté aux associations de patientes. Voilà, ça en est resté à une phrase sur une diapositive qui écrit risque de corrosion galvanique sans aller plus loin, sans expliquer la dangerosité de la chose. Vous avez cité l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, que vous avez contacté, comme le groupe Bayer, l'organisme de certification TÜV Sud, et puis le ministère de la Santé à travers sa direction générale. Si on s'arrête sur l'ANSM, quelle est sa réponse face à ce document que vous dévoilez ? Alors, sa réponse, c'est qu'elle n'a cherché à rien cacher. Donc que tout le processus est très transparent, que tout du long, parce que la question que nous on se posait aussi, c'est face à toutes les alertes qu'il y a eu de différentes façons, on va dire, pourquoi la NSM n'a pas réagi et n'a pas exercé son rôle de police sanitaire alors il faut savoir qu'ils n'ont pas la compétence pour autoriser ce genre de dispositifs médicaux à être commercialisés. Ça se passe au niveau de l'Europe, mais par contre ils peuvent agir pour le retirer s'ils estiment qu'il y a un danger. Et donc, du coup, nous, c'était vraiment la question de pourquoi cet implant est resté si longtemps sur le marché. Et donc, pour eux, leur réponse, ils disent qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments pour prendre ce type de décision. Et donc, ce document que nous révélons n'a absolument pas été caché, qu'il a été présenté aux experts du comité de suivi qui a été constitué en 2017. Et donc que les risques ont été présentés aux patientes. Mais encore une fois, ça en est resté à une phrase dans une diapositive de présentation d'un comité scientifique. Et ce n'est pas aller plus loin. L'enquête réalisée par Splend, voilà, elle va dans le détail. On découvre qu'il y avait déjà eu un peu des signaux d'alerte avant la commande de ce document, avec des suspensions temporaires de la part de l'organisme qui donne le label sur ce produit, et puis également un statut de surveillance renforcé. Tout ça, c'est à découvrir dans le détail en ligne sur splend.org. Finalement, Bayer, le fabricant, décide de retirer l'implant du marché français en 2017, possiblement en lien avec ce document interne. Pourtant, ce sont des raisons commerciales qui ont été avancées. Alors, on ne peut pas savoir vraiment, je ne peux pas confirmer. L'organisme de certification irlandais qui a donné le label à Esure et donc qui l'a suspendu à 2 reprises n'a pas voulu répondre à nos questions. On sait que le label, en tout cas, il a été suspendu par, encore une fois, un manque de signes, de remontée, on va dire, des incidents et des effets secondaires de la part du fabricant. Et qu'également, il y avait des problèmes au niveau de la biocompatibilité, donc encore une fois très technique. On pense que le document de la NSM qui aurait été transmis à l'organisme de certification aurait pu peser avec tout un dossier finalement qui devenait de plus en plus compliqué à gérer. Mais pour le coup, c'est vraiment une stratégie de communication de la part de Bayer de ne pas avoir attendu de se faire retirer l'implant du marché par l'Europe, mais il l'a retiré lui-même en disant que c'était pour des raisons commerciales. Donc, ce qui, pour moi, personnellement, ressemble très fort à une stratégie de communication pour ne pas avoir à admettre que son produit avait une défectuosité. À ce jour, les usagères, les patientes qui ont pu se voir poser un implant Essure n'ont toujours pas reçu, par exemple, de courrier de la part des autorités sanitaires pour les alerter de cette possible dangerosité de l'implant. Une des dernières annonces, c'est finalement que l'année prochaine, en 2023, une recherche nationale va être menée sur ces implants. Ça arrive, 20 ans trop tard ? Alors, ça arrive 20 ans trop tard, je ne sais pas. C'est vrai que c'est des processus au niveau du ministère qui sont très très longs pour lancer une recherche comme ça.
Le mécontentement que les associations de victimes nous ont fait parvenir, on va dire, c'est vraiment que cette recherche, elle arrive donc 20 ans après, mais c'est surtout, elle doit courir sur 15 ans. On va finir la recherche avec des femmes qui vont, pour la plupart, avoir 70, 75 ans, avec toutes les maladies, on va dire, et les symptômes qui peuvent arriver avec l'âge aussi, tout simplement. Et donc, selon les patientes, ça va être finalement très, très compliqué de faire la part des choses et de savoir qu'est-ce qui est du ressort de l'implant ou pas, sachant qu'elles considèrent que là, on a tous les éléments finalement en main pour déterminer la toxicité de ces implants sans avoir à lancer une recherche de 15 ans, finalement. Des années d'errance, de souffrance, de fatigue, de lassitude, de non-écoute, de mépris. 10 années de galère. C'est une grande errance médicale qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Et en un mot, c'était juste horrible. Jamais je n'ai fait le lien avec les échures. Et ce qui est terrible, c'est qu'à aucun moment je me suis dit « et si ça pouvait venir des implants Essure ?» On termine avec un mot sur une petite nouveauté, là, sur cette enquête qui vient d'être publiée le 19 octobre sur le sujet des implants Essure. Vous avez fait le choix, au-delà d'une enquête qui est surtout écrite, de laisser une place au son avec un podcast qui est donc associé à tout ce travail écrit. Pourquoi ? Alors, c'est vraiment une volonté chez Splend de diversifier les supports, d'offrir plusieurs ports d'entrée pour une même enquête. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à développer. Et donc là, c'était une première en partenariat avec la radio nantaise, donc Jet FM, de coproduire ce podcast aussi pour donner de la voix à ces femmes et finalement d'explorer le côté témoignage qu'on n'a pas du tout exploré à l'écrit. Et donc vraiment d'avoir un complément qui permette pour ceux qui le souhaitent, de se plonger dans le quotidien de ces femmes, de comprendre leur histoire, de vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Des femmes cobayes en errance médicale, c'est le titre de ce podcast, également à retrouver sur le site splend.org. Je vous représente Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste et l'autrice avec, on n'a pas donné leur nom, on le dit rapidement, Faustine Sternberg, Rosen Le Carboulec et Guy Pichard d'une enquête sur les implants contraceptifs Essure. C'est paru mercredi 19 octobre sur splend.org et puis sur des médias partenaires dont vous retrouverez la liste en ligne. Et on ajoute qu'une campagne de financement participatif est toujours en cours depuis le mois de février pour financer la suite des enquêtes. Alors auditeurs, n'hésitez pas à participer. Merci beaucoup Juliette. Merci beaucoup.